Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Make Sense. Dans cette série, on interviewe les meilleurs experts dans leur domaine et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Thomas, qui est le fondateur d'Email Club. Salut Thomas. Salut, merci pour l'invitation. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas répondre normalement à 3 questions qu'on pose à chaque invité de ce podcast et tu pourras nous en dire un peu plus aussi sur ta zone d'expertise qui est principalement l'email, forcément, vous l'aurez compris. Donc déjà, pour commencer, c'est quoi, selon toi, l'erreur la plus courante qu'on voit sur le sujet? Déjà, merci pour l'invitation. Évidemment, j'ai un petit peu travaillé les questions puisque tu me les avais envoyées à l'avance. En vrai, je trouve que cette question, c'est intéressant. Je fais beaucoup d'audits. On va dire qu'on en fait quelques-uns par semaine. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire qui pourraient avoir des impacts assez facilement. Mais il y a bien un truc que je vois rarement en A/B test, c'est la collecte. Ça va être la collecte d'emails, SMS, WhatsApp, selon le canal que vous poussez ou de push. Aujourd'hui, ben, toi, tu travailles énormément sur amener des visiteurs sur le site. Nous, on fait beaucoup, voire principalement du CRM. Donc moi, je joue avec les contacts que vous avez. Si vous augmentez la base d'opt-in, j'ai beaucoup plus de choses que je peux faire. Donc je vais beaucoup travailler l'opt-in, quoi. Ce que je pourrais recommander à quelqu'un qui veut optimiser son compte, c'est Klaviyo ou un autre outil, c'est principalement à court terme, commencer par travailler ça, et à savoir quel est le pourcentage de collecte. Donc sur 100 visiteurs que je ramène sur mon site, combien de pourcents de nouveaux visiteurs, combien de pourcents j'arrive à collecter un opt-in, email, SMS, etc. Et après, derrière, la conversion. Je vais peut-être parfois avoir des stratégies qui vont avoir un meilleur taux de collecte, mais une moins bonne conversion. Donc, admettons que j'organise un jeu concours et qu'il n'y ait pas de cadeau pour les personnes qui s'inscrivent. Je vais peut-être collecter énormément de concouristes et pas beaucoup convertir. Moi, je vais devoir faire des tests comme ça, et plus vous avez de trafic, plus vous pouvez le faire. Et des outils modernes permettent de le faire assez facilement. On va pouvoir toujours AB tester voilà, l'offre et derrière le funnel et la conversion. Et après, on peut tester d'autres choses que je vois pas assez souvent. Évidemment, les délais des welcome series, donc qui sont liés à ces outils de collecte, ça va parfois tout changer. Si on va avoir une welcome series assez courte, avec différentes séquences qui s'enchaînent, ça peut être intéressant. Euh, la personnalisation, on voit beaucoup de gens qui vont aller parfois collecter beaucoup d'informations et pas toujours les utiliser. Donc, essayer de tester ça, se dire, OK, quel est le minimum niveau de personnalisation qui va vraiment impacter ma conversion? Moi, je bosse par exemple avec des boîtes qui vendent des produits cosmétiques. Oui, mon type de cheveux, c'est important pour mon shampoing. Par contre, il ne faut pas que j'ai ça dans mon flow parce que je trouve ça marrant de personnaliser. Il faut que je vois que mon flow personnalisé convertit mieux que mon flow non personnalisé, quoi. Et après, les canaux, là, si possible, de plus en plus, on le voit. Bon, cette année, ça n'a pas été l'année la plus marrante pour délivrer des emails, mais si on peut collecter d'autres canaux, on est gagnant. Donc voilà, tester d'autres canaux en parallèle et voir si ça impacte ou non notre conversion. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, même au sein du CRM, tu as une logique quand même qui est en plusieurs étapes, donc de la conversion jusque, en tout cas de la conversion collecte de lead jusque la conversion achat et la conversion réachat derrière. Donc tu as cette logique, on va dire, long terme sur la vie du prospect puis du client qui est à prendre en compte et tu as des KPI différents à chaque étape de ton funnel et c'est ça qu'il faut avoir en tête à chaque fois. Et on le fait jamais assez, tu vois, malheureusement, mais ouais, en gros, pour moi, c'est très important qu'on ait optimisé la collecte. Et après, ça doit pas se faire au détriment de la conversion. Et puis après, on travaille dans un écosystème avec, bon, toi, ça va pas t'amuser énormément que je fasse n'importe quoi sur les pop-up que je mets sur le site et mes automatisations. Donc, il faut que tout s'intègre dans un système, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, tu vois, cette idée que ne serait-ce que la conversion, en tout cas la collecte en tant que telle, et on en reparlera sûrement après, mais rien que ça, pour ceux qui font beaucoup d'acquisitions, qui se plaignent, donc ce qui correspond à 99% des gens en général qui se plaignent de la hausse des coûts d'acquisition, bah, chercher à rentabiliser son trafic en ne faisant pas que laisser un cookie qui, je le rappelle, ne marche pas et ne sert à rien sur une bonne partie des utilisateurs aujourd'hui, bah, finalement, c'est comme si tu refusais de mettre de l'argent en épargne alors qu'on t'en amène. Et nous, on s'est battu, tu vois, moi, la boîte, elle a 3 ans et demi. La boîte dans laquelle je bossais avant, où je faisais des mails, on avait des pop-up. Mon premier client Mail Club, il me dit c'est mort, pas de pop-up, ça nique ma navigation. Tu vois. Moi, donc je dois travailler la réponse, tu vois, premier client. Je dis mais en vrai, et en vrai, il avait un bon taux de conversion, tu vois, mais il a 5% de taux de conversion. Je dirais qu'il y a 95% des gens qui vont sur ton site qui convertissent pas. Je comprends les logiques de navigation. Faut pas faire des choses qui sont au mauvais moment, sur la mauvaise page, etc. Ça n'empêche pas d'être intelligent. Mais allez voir, par exemple, bon, nous, on bosse avec Unbottle depuis le début. Allez voir Unbottle, c'est une des pop-up que j'aime bien. C'est bien conçu. Voilà. Il y a une roue de la fortune
pas parce que c'est le seul truc qui marche, mais parce que, tu vois, toi, tu rigoles parce qu'on les a vus et revus, mais on en est parti, on y est revenu parce que c'est ce qui marche le mieux en termes de collecte, tu vois. Ils ont un gros budget d'acquise. Maintenant, la roue de la fortune, elle est sur Klaviyo, elle est pas sur un outil, elle est construite à la main. Et derrière, on a différents types de cadeaux. Donc, les gens gagnent vraiment. Une roue de la fortune, c'est bien si vous faites vraiment gagner les gens. Sinon, on collecte beaucoup de prospects, mais on convertit pas. Derrière, on A/B test. C'est vachement intéressant. Tu peux faire très facilement différents chemins. Et je fais gagner un shampoing offert, je fais gagner un mini offert, je fais gagner X%, etc. Et je regarde la conversion. Tu vois, tu peux faire plein de... Et ça marche super bien. Et eux, c'est une machine d'acquise. Donc nous, quand on regarde nos perfs, évidemment, on n'est pas extrêmement fiers de nos perfs de la Welcome Series. C'est une partie de l'acquise. Mais si ça marche pas, bah, leur agence d'ads derrière, elle va moins s'amuser en acquise. Donc faut jouer avec tous les trucs. Et c'est là où c'est intéressant. Et après, je te ferai embrayer quand même sur la prochaine question, mais c'est intéressant de se dire que c'est une logique volumique aussi. Donc c'est une question de volume de trafic qu'on vient récupérer. Et c'est pas juste une logique en pourcentage. Il y a beaucoup de biais avec le pourcentage à chaque fois. Mais forcément, quand tu as beaucoup de déchets ou de trafic qui vient des ads, bah, forcément, tu vas récupérer plus de monde. Et en termes de retour sur investissement derrière, c'est encore mieux. Mais je sais que tu as Ouais, le encore beaucoup de volume, choses à nous dire j'ai vu là-dessus. passer un de tes posts LinkedIn là-dessus, c'est intéressant. Le sujet du volume et du pourcent, bah oui, évidemment. De toute façon, le CRM, je pense que le e-com, mais le CRM, ça l'est particulièrement, c'est qu'un jeu de funnel. C'est-à-dire que tu peux pas lire juste une métrique. Tu fais une pop-up qui convertit super bien parce que tu la montres que sur une page particulièrement intéressante, tu es super fier de ton pourcent, tu as un très faible volume. Mais derrière, ça se trouve, tu collectes beaucoup, mais tu convertis peu, etc. Donc en fait, toutes les métriques, elles sont corrélées entre elles. Il faut aller les lire avec un peu d'analyse, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si vous avez par contre la bonne stack de collecte des prospects dont parle Thomas ici, c'est que vous pouvez aussi plus facilement aller vers des campagnes qui sont plus haut dans le funnel aussi. Typiquement, on pense même à du méta avec l'objectif de conversion de newsletter, typiquement, ce que je vois très peu de marques faire, et du Google Display qui reste un des canaux les moins chers dans l'écosystème des GAFAM aujourd'hui, qui peut être vraiment mais hyper peu cher. On peut avoir des CPC qui sont aux alentours des 5 centimes. Et si vous les convertissez derrière en prospects et que sur ces prospects, vous voyez qu'il n'y a pas que des touristes et que ça convertit, bah là, c'est tout bénef en fait. Mais il vous faut la machine dont parle Thomas, donc ce socle qui permet d'aller aspirer les gens. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'y aller. Donc ça, c'est un autre sujet pour le coup. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans truc facile, parce que tu as mis, il faut faire un truc facile. Ça, c'est pas un truc long à faire. Je veux dire, dans une journée, on a le temps de faire une pop-up et quelques A/B tests d'avance et une welcome series un peu sympa à personnaliser. Donc, c'est pas un truc qui est particulièrement complexe à mettre en place. Et on le voit, alors nous, on fait pas d'acquisition pour nos clients, mais on bosse avec eux. Typiquement, là, quand on enregistre, c'est la période du Black Friday. Donc, il y a toujours cette question de la lead gen, est-ce que c'est rentable ou non? Si vous avez un doute, un truc facile à faire, c'est dans des périodes normales, de faire des tests. Donc, nous, par exemple, on a un client il est fort en France, mais il est plus jeune aux US. Et donc, on sait que la lead gen, c'est rentable en France, on ne savait pas pour les US. On ne peut pas passer à côté de dépenser beaucoup parce qu'en France, on va mettre du budget. On ne peut pas s'amuser à dépenser en novembre en mode on y croit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le Halloween pour faire une belle offre d'Halloween et on a reproduit toute la même mécanique. Et du coup, on a compris si les métriques, elles étaient plus ou moins similaires. Alors, les CPM, ils ont un peu bougé, mais tu vois un peu l'approche. Donc, vous pouvez tester ce genre de choses, toujours parfois dans un contexte, un autre environnement qui nous permet de faire notre conclusion, qui fait que le jour où on a besoin d'être sûr que ça délivre, on puisse délivrer. Et dans les éléments hyper faciles à mettre en place, tu avais deux, trois autres idées, je crois, que tu peux nous partager aujourd'hui. Ouais, bah alors le premier, si on doit en faire qu'un, euh, c'est pas le plus facile parce que ça donne l'impression qu'on doit faire beaucoup de choses. Mais c'est pas forcément le plus compliqué si on le fait intelligemment. Je pense qu'en termes de CRM, outre les automatisations, le quick win le plus important pour quelqu'un qui aurait pas d'équipe, pas d'agence, qui veut juste y passer tous ses vendredis matins, c'est d'avoir un planning à 30 jours. Et regardez, ok, sur les 30 jours qui arrivent, sur mes segments principaux, nous on travaille sur 5 segments clés qui sont faciles, mais après on pourrait aller plus loin, mais sur les 5 faciles qui sont mes prospects récents, mes vieux prospects, donc quelqu'un qui s'est inscrit, qui n'a jamais acheté, mais qui est là depuis longtemps, mes clients fidèles et mes anciens clients, donc les churners, les gens qui ont arrêté d'acheter, si je prends mes 30 jours qui arrivent et je me dis, OK, il se passe quoi? Donc, quels sont les piliers dans ma marque? Quels sont les éléments forts qui arrivent? J'ai un lancement de produit, j'ai une opération commerciale et tout. Donc, ça va commencer à remplir mon planning. Sur ces moments forts, est-ce que je traite différemment suivant le segment dont on parle? Évidemment, on n'a pas envie d'écrire 5 newsletters différentes. Maintenant,
Si j'ai un lancement, peut-être que je sais que j'ai des churners où j'ai envie de leur faire un petit code, ça va pas me demander de faire 3 fois le mail. Je vais le modifier une fois que j'aurai validé la version principale et pareil pour les prospects. Et donc je fais mon planning à 30 jours et ça, je le vois dans nos clients, ceux qui marchent le mieux. On passe la moitié du call, on fait un call toutes les semaines et on passe la moitié du call toutes les semaines à revoir le planning. On pourrait se dire: «Mais ils ont que ça à faire, ils passent toutes les semaines, ils revoient le planning». Mais en fait, c'est que la performance, elle est dans le planning, elle est pas dans la couleur du bouton ou elle est dans le planning. Le planning, c'est la clé et ça, c'est pas compliqué à faire et ça prend pas beaucoup de temps et voilà. On peut le faire suivant le niveau d'échelle de à quel point j'ai des ressources qui sont dédiées au poste CRM. On va pouvoir, plus ou moins personnaliser les messages. Et le deuxième élément qui va un peu dans ce sens, si j'ai un temps limité et même si j'ai beaucoup plus de temps, c'est tous les mois aller repasser en revue. Nous, on fait un rapport de perf qui est pas le meilleur, il est pas assez, graphique. Bon, on pourrait faire un truc plus sympa, je suis sûr que vous avez des dashboards plus sympas. En général, les gens de l'acquise sont plus dashboard que nous. On est perfusé à Looker Studio, c'est pour ça aussi, on triche. Voilà, donc vous êtes en général plus visuel que nous. Mais nous, on est très dans le quali. En gros, on va passer tous nos points, tous nos touch points, la collecte d'emails, les automatisations, les newsletters, et juste se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai envie de faire le mois prochain? Ça m'en déduit, donc je sais pas, parce qu'on n'a pas un temps illimité. On va se dire, OK, ma collecte et ma welcome series, j'ai envie de les changer, c'est un item sur ma to-do list. Je vais avoir 6-8 items, je vais les répartir sur le mois, ça me fait une roadmap, je recommence dans un mois. Ça, c'est pas très compliqué. Impact de ouf. Si on fait ça tous les mois, ça peut que marcher. Et tenir note, parce que les apprentissages, ça s'oublie vite, et les équipes, ça tourne. Donc, si on peut capitaliser sur nos apprentissages, voilà. Et dernier point, ça va nourrir nos roadmaps. Ça aussi, dans les roadmaps, si on peut mettre en plus en haut tout ce qui est touche aux nouveaux canaux, donc SMS, WhatsApp, push, pour 2 raisons. Un, les emails, c'est de plus en plus dur à délivrer bien dans la boîte principale. Donc ça nous permet d'avoir une base d'opt-in qui soit quand même de plus en plus grosse sur des canaux où on sait qu'on délivre bien. Et deux, ça prend 100 fois moins de temps. C'est-à-dire que le ROI par rapport au temps que je vais y investir, d'aller, par exemple, j'ai un client, on fait des gros volumes, on devrait toutes les semaines faire des A/B tests sur son abandon checkout WhatsApp. Parce que c'est des gros volumes, on a un gros spend. Si on change des trucs profonds, genre l'approche, le type de message, etc., ça aura un impact qui sera grand avec un temps investi qui est pas très grand. Et donc, avoir cette logique, temps investi, impact, je pense que c'est bien. Et après, tout dépend. Voilà, nous, on est biaisé parce que moi, les gens, ils payent une équipe full-time pour faire ça, donc ils ont le temps d'avoir des roadmaps à rallonge. Et avant, je bossais dans une boîte, toi aussi, tu avais des roadmaps qui étaient plus courtes. Bah, tu te focuses sur les quick wins, quoi. Ouais, t'as jamais le choix de tout faire, en fait. C'est toujours une logique de priorisation constante et t'as plusieurs matrices même qui peuvent t'aider à faire ça, tu vois. Mais ne s- ton système, il a l'avantage d'être simple et efficace et tout le monde peut le faire facilement, en fait, juste en mode constat. Et surtout, ça te met en mouvement et c'est ça qui est intéressant. C'est que t'es sur des canaux où tu récupères vite de la donnée quand même. Donc Tout le tu peux temps. pas laisser traîner 6 mois et te dire non, mais en fait, le calendrier édito, il est figé pour les 6 prochains mois. C'est un non-sens de faire ça. Et il y a un mini point là-dessus aussi qui est intéressant, et on profite de la période où là, nous, on est en plein Black Friday avec Thomas pour le coup. L'épisode sortira un peu après, mais de toute façon, ce sera sûrement Noël ou les soldes où il y aura toujours C'est quelque toujours la chose fête. quand même. Ouais. Et le problème de ça, c'est justement les retours d'expérience là-dessus et ce constat après. On sort de Black Friday en se disant tiens, bah, l'an prochain il faudra qu'on change ça, 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 et t'arrives en octobre suivant et en fait tout a été oublié, les équipes ont changé, etc. Donc documenter aussi ça pour ne pas perdre les enseignements du passé. C'est vrai en général, mais il faut capitaliser là-dessus aussi finalement. C'est une épargne dans un Et on le sens. fait jamais assez bien. Et il y a un truc, nous, on a des clients qui sont quand même plutôt, genre, on va dire petits slash moyens. Notre client moyen, il fait 5-10 millions par an. Plus ils sont gros, plus ils sont forts à ça et plus ils capitalisent et ils ont des grandes équipes. Mais quand on est plus petit, donc quand on est dans nos tailles à nous, faut vraiment, il y a un truc, sur Internet, c'est très bien documenté. La significativité statistique, donc en anglais statistical significance. Toute notre documentation, elle marche pas si nos tests ils sont pas significatifs, hein. C'est très facile à calculer et il faut quand même avoir cette rigueur de s'assurer qu'on tire des conclusions qui sont des vraies conclusions avec un environnement qui permet de tirer des conclusions. Ça, c'est bien documenté, vous trouverez sur Internet assez facilement. Et ça fait, comme tu dis, où tu tires des conclusions. Mais on peut pas tirer des conclusions, genre le jour du Black Friday, j'ai envoyé un mail plus tôt et j'ai fait plus de ventes. Donc envoyer des mails plus tôt, ça me fait faire plus de ventes. Non.
Je pense pas. Peut-être que oui, mais ça suffit pas, quoi. Il faut se méfier énormément aussi de la subjectivité dans tous ces univers-là. On le voit souvent en CRO, donc Conversion Rate Optimization, sur la partie site web, avec non, mais c'est bon, là, c'est bon, le test, il est sûr d'être validé. Et ça, pour le coup, il faut éviter. Par contre, si vous vous retrouvez au pied du Black Friday et que vous bossez avec Thomas et vous n'avez pas fait cette logique d'aller collecter des leads parce qu'en fait, vous lui avez dit non, non, c'est nul. Bon, à mon avis, tu les forces quand même parce que tu sais que c'est fondamental. On est un peu, relou, ouais. Mais si vous avez fait le forceur et que vous avez dit non, je collecterai pas de lead et que vous vous retrouvez le matin du Black Friday et vous n'avez pas pu envoyer autant de contacts, en tout cas que vous auriez voulu, bah, il faut pas l'oublier l'année suivante en fait. On peut faire une erreur une fois, la faire 2 fois, c'est criminel. Donc en tout cas, faites attention à vos données et n'oubliez pas de capitaliser là-dessus. Et on aime bien terminer le podcast avec la question qui fait peur à chaque fois, c'est est-ce que dans le monde de l'email marketing, Thomas, il y a une croyance que tout le monde a et que toi, tu aimerais bien débunker aujourd'hui? Le point sur lequel je voudrais mettre le plus de ouais, sur lequel je rebondirais, c'est, peut-être sur les performances et sur l'attribution. C'est assez nouveau des agences de CRM, c'est pas nouveau, mais du moins c'est plus récent dans l'écosystème e-commerce, Shopify et autres. Et on a tendance à, et j'en ai fait partie, à communiquer sur les ventes qu'on attribue au CRM. Le sujet, c'est que nous, globalement, on n'amène pas beaucoup de gens nouveaux sur le site. Notre job, c'est d'aider à convertir les prospects et à faire racheter les clients. C'est très simple. Et donc, il se pose toujours la question de notre modèle d'attribution. Donc, quand est-ce qu'on peut dire que c'est moi qui ai fait la vente et quand est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui as fait la vente? Et souvent, voilà, on va être assez optimiste sur ces sujets-là. Moi, je voudrais quand même, si on peut débunker un seul truc, c'est se dire toujours, je regarde des perfs, mais avec du contexte. Donc, premier élément, je regarde mon modèle d'attribution. Nous, on est beaucoup à utiliser un modèle d'attribution à l'ouverture ou au clic, parce qu'historiquement, on faisait ça. Sauf que depuis fin 2021, les ouvertures, elles sont très difficiles à traquer, bah, du moins elles sont très optimistes, donc les performances le sont tout autant. On peut l'exclure sur certains outils, mais il faut quand même avoir cette information. Se dire, OK, là déjà, je suis assez optimiste. Moi, le truc que je pourrais donner qui permet de résoudre une partie de ça, c'est de se dire, ce qu'on veut, c'est surtout de la relativité et un petit peu d'analyse. C'est pas parce que mon voisin, il fait 10% en newsletter et moi, je fais 15 que je suis bon. Peut-être que moi, je suis une marque de mode qui a un drop tous les vendredis. Et évidemment que je fais au moins 15% du chiffre d'affaires par newsletter. Je devrais peut-être même faire plus. Donc ma question, c'est plutôt de me dire, OK, on est en novembre. Le mois dernier, j'ai fait combien? Il faut que je fasse mieux. Et le mois de novembre dernier, j'ai fait combien? Un modèle d'attribution équivalent. Ça va être plus intéressant. Donc des performances relatives. Donc ça, c'est pour tout ce qui est newsletter. Nous, notre jeu, c'est les performances relatives. Il faut toujours se dire qu'il y a un modèle d'attribution équivalent. Il y a des business qui sont profondément différents. Il y a des business où ça se prête beaucoup à la vente par newsletter. Il faut un petit peu dézoomer et se dire, quand je fais une vente par newsletter, dans quelle mesure c'est pas une vente de quelqu'un qui aurait acheté dans tous les cas sur mes clients? Et d'où l'intérêt de segmenter avec les segments que je mentionnais plus tôt, parce que typiquement, je mentionnais Unbottled, depuis qu'on fait ça, on est beaucoup plus content, beaucoup plus serein sur nos performances. Et on va pas être fier de nos ventes sur des prospects froids, même si on est content de les faire et il faut qu'on les optimise. On va être fier de nos ventes sur les churners. À ça, on est super content. Sur des prospects vieux, bon, malheureusement, ça convertit très peu en général les vieux prospects, mais s'il y en a, c'est de l'incrémental. Ouais, pour les NL, regardez donc relativité par rapport aux performances d'avant pour les newsletters et être un petit peu conscient qu'il y a plein de facteurs qui jouent, notamment le type de business, la saisonnalité. Pour les flows, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que évidemment, les flows pré-achat, donc welcome series, abandon add to cart, checkout et abandon de navigation, c'est des gros contributeurs. Mais c'est aussi les plus gros optimistes. Ça ne veut pas dire qu'on va pas les regarder, mais souvent sur ça, ce qu'on aime bien, c'est de se dire, je vais essayer d'optimiser le plus possible les mails ou les SMS 2 et 3. Parce que le premier mail d'une Welcome Series, tu convertis quelqu'un, en fait, c'est pas nous qui l'avons amené sur le site, il allait acheter dans tous les cas. Par contre, s'il n'a pas acheté aujourd'hui, que demain matin, je lui envoie un mail et qu'il achète, là, je suis assez fier de moi. Donc ce mail-là, je vais l'optimiser. Peut-être que si je l'envoyais demain à 18h, il marchait mieux. Ok, c'est intéressant. Ah là, je vais m'amuser. Peut-être qu'après 3 jours, il n'a pas acheté, j'ai changé l'offre. Putain, j'ai converti plus. Ok, donc là, je m'amuse et je fais des ventes sur des mecs nouveaux. Donc sur les flows pré-achat, on joue vraiment sur tout ce qui est deuxième, troisième mail. Et de manière générale, si mon compte, admettons Klaviyo, il affiche 37% de contribution aux emails, mais qu'en fait, il y en a 27 qui viennent de la Welcome Series, c'est pas pour autant qu'il faut pas que je cherche à l'optimiser. Et après, il y a tout ce qui est post-achat. Souvent, c'est des petits contributeurs. C'est pas pour autant qu'il faut pas les oublier. Notamment ce qui est churner et cross-sell. Ça, en général, c'est des flots qui vont moins contribuer en volume,
pour autant, c'est des flows qui ont un vrai impact sur la LTV de nos clients et sur nos cohortes. C'est quand même des flows qu'il faut optimiser si on fait des bons volumes. Donc pour faire simple, pour les NL, on va dire qu'on compare par rapport au mois d'avant et à l'année d'avant, et on joue le plus possible sur des segments pour essayer d'être intelligent dans ce qu'on analyse. Et pour les flows, pré-achat, il faut quand même optimiser, mais on optimise les mails 2, 3 et plus. Et post-achat, on ne les oublie pas, même si on ouvre Klaviyo, on ne les voit pas parce qu'ils sont pas mis en avant. Et putain, ils sont très importants, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, c'est vrai que tout le monde s'enjaille avec le terme d'attribution, que tout le monde redécouvre aussi des années après. Le premier modèle d'attribution, quand j'étais chez Tikehau, on l'avait mis en place en 2012, tu vois. Donc c'est une vieille histoire. Et ce qui est intéressant quand je t'écoute, c'est que c'est vraiment une logique de contribution qui est prise en compte aussi en différenciant selon les étapes. Et ça, tu le vois pas souvent pour le coup. Et je trouve ça hyper pro de bien se donner les objectifs, limite par type de personne ou par sous-objectif, on va dire ça comme ça. Parce que t'as pas le même objectif sur quelqu'un qui est dans un welcome et quelqu'un qui est prospect depuis 6 mois et qui l'a pas acheté, etc. Enfin, tu as des objectifs qui vont être différents et des logiques qui sont différentes. Et ça, c'est hyper smart de le faire comme ça. Et les segments, tu vois, moi, on n'est pas parfait, hein. Genre, si tu ouvres tous nos comptes, tu vois, 70 clients, je fais pas 70 fois cette segmentation, malheureusement. Il y en a qui veulent pas, et il y en a où ça met du temps à se mettre en place. Mais on le fait sur au moins la majorité, voire plus. Ça, c'est le plus gros impact, où tu sais que tu apportes de la valeur. Et t'es pas obligé de faire x10 tes newsletters et tout, mais juste, oui, c'est sûr que si j'envoie une newsletter le dimanche à un prospect and bottle qui s'est fait targeter par une pub et qui s'est inscrit à la Welcome Series jeudi, je vais peut-être m'attribuer la vente avec le modèle optimiste. Par contre, si genre, j'arrive à faire convertir un churner avec un code livraison gratuite, ah là, on est super fiers de nous. Et en plus, si genre avant, le mois d'octobre, je faisais que dalle de CA sur les churners, et là, on a testé un nouveau truc et on arrive à faire mieux sur les churners, je dis ok, c'est cool. Et ça va vraiment, voilà, ça c'est le truc qui m'amuse le plus. Et alors là, c'est la V1, mais après il y a la V2, c'est-à-dire qu'un mec qui a des produits qui sont particuliers, vous pouvez pousser à la segmentation. Là, c'est vraiment la V pour commencer, quoi. Ouais, c'est intéressant, c'est qu'après, justement, tu commences à collecter cette donnée dont tu parlais tout à l'heure, sur laquelle tu vas capitaliser, te donner les priorisations pour la suite, et ça met en place la machine, et c'est une machine, entre guillemets, il n'y a jamais un moment, et je trouve ça hyper smart aussi de le dire que tout le monde n'est pas parfait en ce moment, c'est que c'est un jeu de toute façon à somme infinie, c'est Papa Hormozy qui dit souvent ça, t'as jamais fini en fait de t'améliorer tant que tu as un incrément et tu as toujours quelque chose à faire qui va te permettre de générer cet incrément. Donc le tout c'est de d'initier la machine, parce que pour le coup sur la partie emailing, tu as quand même beaucoup de gens qui démarrent de loin et tu même pas assez de données, donc il faut commencer de toute façon par CV0, CV1 dont Ouais. tu parles, il faut se voir avancer. Et puis ça dépend des tailles de boîte. Nous, on est sur une taille de boîte où déjà ils ont un beau budget associé à ce projet-là. Mais tu vois, j'étais il y a 10 jours aux US pour un dîner avec des marques. Il y a une boîte qui vient. Leur team CRM, ils sont 7. Ils ont 2 analystes. Tu vois, on a quand même des trucs sur lesquels on peut échanger. J'ai des points sur lesquels je peux lui apporter de la valeur. Je lui apporte pas de la valeur sur l'exécution. Il met plus de temps que moi à exécuter ces trucs. Pour une marque, ils sont un paquet. Mais parce que la boîte, elle est énorme et qu'eux, ils s'amusent. Alors, ils y vont sur la segmentation, ils y vont sur l'analyse. Ils sont à un niveau, ben, comme tu dis, c'est limité. Et je pense que si tu leur parles dans 2 ans, ils diront avant, on était tout petit, on faisait rien. Maintenant, on fait des trucs beaucoup plus poussés, quoi. Et c'est là que tu vois que quand tu vois des teams CRM comme ça, et c'est vrai que nous dans le retail, on voit souvent des teams qui sont assez conséquentes aussi, tu vois que tu n'as jamais fini et qu'il y a toujours quelque chose à faire en fait. Donc quelqu'un qui n'a même pas une personne à temps plein ou une agence qui l'accompagne sur le sujet, il peut pas dire qu'il a fini le jeu de la fidélisation et du CRM. C'est impossible. Ouais, il y a de quoi s'amuser. Et bon, on espère qu'il y aura toujours de quoi s'amuser, des nouveaux canaux. Tu vois, aujourd'hui, on fait que des emails, SMS, WhatsApp. Demain, avec un peu de chance, il y a des réseaux sociaux qui auront des API, tu vois. On pourra peut-être faire des choses intéressantes. Nous, on le fait moins, mais aux US, on commence à le faire. On fait un peu de postal. En France, c'est pas trop la culture. En Allemagne, c'est énormément la culture. En vrai, c'est vendre des produits à des gens sur Internet ou pas que, à travers des fichiers clients. Donc, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi faire, c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thomas d'être venu nous raconter tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et s'il y a des questions, je suis sûr que tu seras prêt pour revenir pour une session peut-être plus longue pour y répondre. Plaisir. Si on veut te retrouver, on te retrouve, je pense, sur LinkedIn principalement. C'est ça, sur LinkedIn ou sur notre site emailclub.io. Tu rigoles parce que je suis pas assez actif sur LinkedIn, je prends la blague. Et sinon, Et tu m'as promis emailclub.io, de publier plus, évidemment. bien sûr, Donc, on te retrouvera là-bas, dans tous les cas. ça marche. Et, on se fera un plaisir, en tout cas, avec Thomas, de faire une session 2 pour répondre aux questions éventuelles qu'il peut y avoir et pour aller encore plus loin, parce que là, on a à peine touché la surface
de tout ce que Thomas a à nous dire sur l'emailing et on va dire sur le marketing direct en général. Merci Thomas et à très vite. Merci à toi.